Hey, allez go, wouhou, allez, allez. Bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Ça va? Cool. Antonio, Zouer, Nicolas. Bienvenue à Devox France, 7e édition. 18 au 20 avril. C'est en ce moment, là, ça se passe là. 2015 dans la même salle, 2016. Mais une autre couleur. 2017. Et l'année dernière, qu'est-ce qui s'est passé, Antonio? Vous vous souvenez, les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait notre keynote et après Devox France, il y a un petit temps calme. Donc, on est allé voir les notes. Vous avez la possibilité de noter les conférences. Et ce qui est plus important que les notes, c'est les commentaires. Et quelqu'un avait mis comme commentaire quelque chose de très constructif. Il avait dit « Votre keynote était délicieusement ennuyeuse ». Je traduis, ça veut dire que vous êtes sympas, les gars, mais c'était un peu chiant. Qui a vu notre keynote l'année dernière? Ils ne sont pas revenus. Oh la vache. Donc, qui a trouvé notre keynote délicieusement ennuyeuse? Oh, vous êtes sympa. C'est sympa. Alors toi, tu sors, voilà. Et qui a levé la main, voilà. On a les noms, mais levez les mains quand même. Et qui était dans la salle l'année dernière par hasard, à tout hasard? Ouais, pas mal de monde, quoi. Voilà. Ok. Eh ben, on va vous la refaire. Ouais, on s'est dit, voilà. Donc on s'est dit avec Antonio Hezer, ouais, cette année on prépare tout, on fait des cours de théâtre, on écrit un conducteur. Ouais, on n'a rien fait, voilà. Bon, le thème évolution, révolution. En fait, on va vous la faire courte. On va parler d'abord de vous. On va vous faire travailler un petit peu. Ah oui, le code of conduct, ils vont être obligés de le passer. Là. Oui, il faut passer le code of conduct. Ah oui, ça c'est obligatoire. Donc vous allez passer votre code of conduct. Et après, les remerciements de rigueur. Voilà. Donc vous allez voir, ça ne dure pas longtemps. Vous allez avoir besoin d'un téléphone dans quelques secondes. Avant cela. Alors les gens aiment bien les chiffres et cette année on s'est dit bon on fait pas de chiffres. C'est vrai que chaque année on vous donne des tas de chiffres. Donc là il y a pas de chiffres. C'est pour ça que c'est ennuyant en fait. Ouais. Alors pour ceux qui insistent, on s'est dit avec Zouer, on va reprendre le slide de l'année dernière. Vous voyez il est bleu. Voilà, on s'est dit voilà. En fait de toute façon vous allez pas vérifier qu'il y a 7 tonnes d'eau, on s'en fout quoi. Donc on s'est dit on va faire discrètement. Voilà. Bon, après, on a un peu remis les chiffres, on les a gonflés. Voilà. Alors les gens disent, vous exagérez les chiffres. Non. En plus, c'est les vrais chiffres, quoi. Voilà. Donc, ceux qui veulent des chiffres, allez-y, prenez une photo. Vous allez avoir besoin de votre téléphone. Vous connaissez Kahoot. Alors, vous prenez votre téléphone, vous allez sur Internet. Il y a un Wi-Fi gratuit ou même en 4G. Vous allez sur kahoot.it. Et on va vous faire travailler un petit peu parce que nous, on n'a rien préparé. Donc, c'est vous qui allez bosser. Et puis, voilà. Donc, on ne voit pas la salle, donc on ne sait pas si vous dormez. Peut-être qu'on vous a déjà endormi. Est-ce que vous dormez déjà? Merde. Donc, Kahoot. Alors, on va changer. Hop, petit changement. Il faut que tu meubles. Vas-y, meuble. Donc, tout le monde a une application, soit l'application Kahoot, soit sur le web. Hein. Ça marche aussi. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir le retour vidéo en haut là? Voilà. Donc, vous devez avoir ça sur votre téléphone. D'accord? C'est bon? Vous l'avez? Oui, parce que les gens sur la vidéo, ils ne vous entendent pas. Dites oui, on l'a. Ok, donc les 8000 personnes dans la salle, c'est bon. Alors, on va voir qui vous êtes. Donc, on va d'abord faire un petit sondage, mais au lieu de le faire à main levée, on va le faire en vidéo. Et c'est un sondage d'échauffement, en fait. Voilà. Première question, c'est un échauffement pour que vous appreniez à utiliser l'application. Voilà. Ok. Alors, en tout cas, que vous vous familiarisiez avec l'application. Ouais, voilà. Alors, comment ça fonctionne? Vous prenez votre téléphone, les amis.
Et vous tapez ce numéro de PIN en haut. Ensuite, vous rentrez votre code de carte bleue. La musique, c'est... Wow. Putain, c'est vachement bien fait. Bravo, Julien. Allez-y, allez-y. Voilà, regardez, ça se remplit. 34, 46, 50... Il faut que ça aille jusqu'à 8000. Hein. Alors, allez-y, allez-y. Hein. Voilà. 200... Eh ben, il y a du monde dans la salle. Oh là 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 là. On voit que c'est des informaticiens, ils ont tous un ordinateur. En fait, c'est une vidéo, tout est corrigé, tout est fake. Voilà. Bon, on va attendre que ça se stabilise. C'est chouette, hein? Parce qu'il n'y a pas que vous, hein. Il y a les autres salles aussi, puisque là, c'est retransmis dans les autres salles. Voilà. Alors, si on dépasse les 900, c'est que vous commencez à tricher. Non, en fait, c'est parce qu'il y a les overflow vidéo. Donc là, il y a 900 personnes dans la salle et il y a toute la keynote qui est rediffusée. Ah, on peut pas faire plus de 1000? Ah bah, j'ai pas payé la licence, donc... Eh ben, on va commencer. Et ça tombe bien parce que personne ne nous regarde. Hein. Personne ne nous regarde. On va pas mettre la vidéo sur J'ai testé YouTube. avec ma femme et mes 3 enfants, ça marchait super bien. On va avoir aucun problème après. Bon. Eh ben, on va y aller. Oh, la mise en prod. La mise en prod fatale. On va trouver 1000 personnes. Quoi. On a 1000 utilisateurs. Ça, on l'avait pas prévu. Le test de charge est réussi. Bon, allez, attention, c'est parti. Ça va aller très vite. Regardez bien comment ça se passe. Votre idée favorite, c'est vous répondez quand la barre arrive tout en haut. Vim et Max Atom, je suis chef de projet. Eclipse IntelliJ, allez, on y va, on y va. 600 réponses, on va arriver. Alors, si on arrive à 1000, ça va passer tout seul, on n'aura rien à faire. Attention, attention. Oh, il en manque. Alors, il y en a... Putain, c'est hallucinant. Hein. Alors, on vous a dit qu'il n'allait pas y avoir de chiffres, mais... Allez, dessus. Allez, 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 ouais. Ouais. Encore un. Ok, c'est bon, ça marche bien. 53 chefs de projet, levez la main. Les sorties se situent à l'arrière, sur la gauche et sur la droite. Next. Combien de fois êtes-vous venu à Devoxx France? Là, c'est pour vous chauffer, il n'y a rien à gagner. C'est la première fois, c'est la deuxième fois, c'est la 7e fois. C'était quand déjà la dernière fois? Il y a des retardataires toujours un peu à la fin. Oui. Il y en a qui arrivent vraiment à pas se souvenir. Qui c'est qui s'est couché à 2h30 hier soir? Bon. Alors... Next. Wow. Wow. Oh, Nicolas, il faut pas y toucher. Bon, désolé. Bon, désolé. Combien y a-t-il de speakers? Tu fais la prochaine, Antonio. 235 selon les orgas, ça dépend des grèves. 110 ou une dizaine à tout casser. Alors, combien de speakers avons-nous? Je ne clique pas sur skip, sinon forcément vous verrez pas les résultats. Il nous en manque 9. Allez, Duner. Et ça a marché, regarde. Bon, c'est ce qui s'appelle un effet démo. Non, écoute, ça marche. Vas-y, clique sur skip. Voilà. Attention, mais juste une fois. Hop. Voilà. Next. Oh. On n'est pas bon en fait. Alors, combien de repas allons-nous servir cette année? Ça va faire 3000 sandwichs, ça dépend des grèves. 9100 sandwichs, 4096 sandwichs. 4096. On verra les réponses à la fin, vous inquiétez pas. On fait quoi? On clique pas? Qu'est-ce qu'on leur fait là? J'ose plus cliquer, moi. J'ose plus cliquer. Ouais, moi aussi, en fait. Voilà. Attends, si on fait genre ça, voilà. Et là on touche plus. Là, voilà. Voilà. Et applaudissements. 9100 sandwichs, c'est vrai. Ouais. Alors, quel est selon vous le titre de la présentation la plus sympa pour 2018? Les cascodeurs, cuisiner un microservice avec Rust, un louf ça va, deux louf, bonjour les dégâts, retour aux sources, les cookies HTTP. Et là, c'est des vrais chiffres pour le coup. Ouais. Et c'est des vrais titres de présentation que vous verrez cette année. Je sais plus combien il y en a, Arnaud. Beaucoup. En fait, on n'est plus dans l'échauffement, on est dans les vraies réponses. Hein, ah non, non, là, on se chauffe parce qu'après, il y a un prix à gagner. Après, oui, vous allez passer votre code de conduite et il y a un prix à gagner. On n'est pas encore dans le... Non, ça sera un autre. Alors, on touche pas. Et B.
A priori, donc de Love, bonjour les dégâts. Juste une petite parenthèse, la plus jeune speaker cette année, elle a 12 ans. Il y aura ce soir, en fin de journée, 3 présentations avec des enfants. Donc c'est une première à Devoxx France en fin de journée. Voilà. Quel est le groupe de mots qui vous intéresse le plus en 2018? On sent qu'on était en panne d'inspiration à la fin. Java, Kotlin, Scala, DevOps, Kubernetes et microservices. Attention, il y a un piège. Si Big tu n'as pas Data, quitté la salle, JavaScript Agile, on t'envoie un chef de message. projet, cycle en V et UML. Et Meurize, on aurait dû rajouter Meurize. Hein, dans Ah, et Meurize, ouais. que les plus jeunes ne connaissent plus. Et Code of Conduct, les gars. Hein. Tout le monde a le droit d'être là. Voilà. Attention. DevOps, Et pas de oui, discrimination. c'est vrai, pas de Oui. Super. DevOps, Kubernetes et microservices. Voilà. Écoutez, vous avez l'air d'être bon, donc je pense que vous êtes mature pour passer vas-y. Vous êtes Au vrai test. Au vrai test, ouais, voilà. Donc là, c'est le vrai test. Par contre, il est timé. Donc vous avez que quelques secondes. Et celui ou celle qui gagne, Il gagne. Toute notre estime et notre sympathie, Voilà. mais également... Donc voilà, Devoxx France a un code of conduct, mais ça sert à rien de l'écrire. Il faut que vous le viviez, il faut que vous le passiez, ce code of conduct. Donc on va vous poser des questions sur le code of conduct que vous avez lu et signé. J'adore cliquer sur des trucs où j'ai jamais cliqué avant. Waiting for code. Ok. Et après, comment je reviens à... Il faut que tu quittes le full screen, peut-être. Peut-être. ESC. C'est les vieux Mac, donc il y a encore la touche ESC. Donc là, entre chaque question, je crois qu'il y a 15 secondes. Il va falloir aller super vite. Il y en a 6. C'est bon, on est prêt là. Vous êtes prêts? Parce que là, Vous êtes prêts? donc là, vous gagnez quelque chose. Donc la vitesse de réponse est importante. Et on ne va pas lire, on vous laisse vous concentrer sur la lecture, sinon on va vous perturber, étant donné que c'est rapide. Remarque, on peut les perturber, histoire de... Allez, en fait, ajoutons un stress test. Allez, stress test. Ou Chaos Monkey. Qui est-ce qui fait le singe? Code of Conduct, Antonio, Code of Conduct. Alors, donc c'est un nouveau code PIN que vous allez devoir rentrer dans quelques instants qui va s'afficher. Voilà, c'est ce code-là. 5613705. Allez, c'est parti. One player. Est-ce qu'on va répéter les 1000? Note pour plus tard. Acheter une licence pour Kahoot la prochaine fois. Voilà. Pourquoi vous toussez? Vous ennuyez? Ça vous rappelle une keynote? C'est ça? Ça, c'est pour ceux qui étaient là en 2012. Alors, on arrive tranquillement. Alors, ne mettez pas n'importe quoi comme nickname, parce que sinon, ça va être difficile pour vous pour venir chercher votre cadeau sur scène. Parce que j'ai menti, il y en aura un. Voilà. En espérant que le gagnant sera dans cette salle et pas dans l'overflow. Je crois que la nappe est toute moche, Antonio. Tiens, si tu veux meubler, je crois que on peut remettre... Bon, c'est bon, on est arrivé aux 1000. Allez, est-ce que vous êtes prêts? Donc là, c'est vraiment rapidité et bonne réponse. Sur le code of conduct. On espère vraiment que vous allez l'avoir, ce code de conduite, sinon vous serez obligés de tous sortir, on serait vraiment embêtés. Donc concentrez-vous, c'est parti. Donc il y a 9 questions. Ah, 9? Ouais, on en a rajouté une avec Zouer ce matin. Quelle est la couleur des cheveux d'Antonio? Alors ça, c'est une question pour tester. Question piège. Attention. Attention. 25. Oh, mais en fait, ils répondent vachement vite. Ouais. Donc, tu maîtrises mieux que moi le skip, là. Attends, on va attendre. Ouais, allez. Allez, vas-y. Boum. Eh ben, est-ce que c'est la bonne réponse, Antonio? Ouais, alors, les 4 noir réponses... foncé. Alors, noir foncé, c'était il y a 10 ans. Maintenant, c'est plus noir ils sont sympas, clair. ils sont sympas. Voilà. Ouais, ils sont Parce que le sympas. code Exal, en fait, t'as un peu de gris, tu vois. Voilà. Bon, mais là, il n'y avait Alors, pas de points à gagner. En fait. Ouais, voilà. Donc, Bapt, bravo, mais t'as 0. Voilà. Alors là, si vous gagnez des points. Dans un couloir bondé de Devoxx, lorsque je déboîte et que je double un autre conférencier, je mets mon clignotant, je regarde mon rétro, je déboîte. Je déboîte le conférencier, regarde le clignotant. Je prends mon mal en patience. Je marche calmement. Je mets mon clignotant. Voilà. Il faut qu'on les déconcentre. Voilà. Je déboîte. Je déboîte le conférencier. Je marche en boitant. J'ai trop bu hier soir. Je prends mon mal en patience. Voyons. Allez. Bravo. Voilà. Bravo. Bravo.
Effectivement, vous allez voir qu'il y a de l'affluence aujourd'hui. Tom. Bravo, le navigateur. À la fin d'une conférence, au moment des questions-réponses. Je pars en courant car les couloirs sont bondés. J'attends la fin et je remercie l'orateur ou trice. Je pose une question sur les monades car c'est vachement marrant les monades. Je pose une question sur l'avenir de Java. Parce que c'est marrant. C'est vachement plus marrant de savoir ce qui va se passer quand même, non? Alors, si tu fais skip, en fait, c'est bien pour ceux qui se réveillent là. Vas-y. Bravo. Alors Bravo. ouais, ne quittez pas la salle quand le speaker a fini, mais que les questions ne sont pas encore faites. C'est très pas sympa pour le speaker. Donc restez dans la salle jusqu'à la fin et cassez les jambes de ceux qui essayent de sortir avant. Jamel. Bravo Jamel. Bravo. Alors, Tom s'est perdu. Tom, t'as perdu des points. La présentation est ennuyante à mourir. Il reste 30 minutes. Que faites-vous? Je quitte discretos ma place, si possible, et je sors. Alors moi, je vais me plaindre aux organisateurs parce que j'ai payé. Voilà. Mon anglais, en fait, n'est pas si bon que ça. Je reste, c'est ma boîte qui paye. Vous êtes vraiment concentrés, ouais. Je reste. Oh non! Oh non! Oh non! Vous voulez vraiment pas gagner un super cadeau? Ça sera répété. Zombie la mouche! Wouhou! C'est énorme. Je vais rentrer dans une salle, mais il y a marqué complet sur la salle. Qu'est-ce que je fais? Vous savez, on met des grands panneaux où il y a marqué. Alors moi, je dis que c'est fake news. J'y crois pas. Je sais que la vidéo est sur YouTube, mais je rentre quand même. Je tape à la porte, je suis le speaker. Alors, ou sinon, je vais en mezzanine, là et là, et je vais voir en rediffusion la salle qui est trop pleine. Les mezzanines sont à droite et à gauche en hauteur de l'amphi bleu. La salle là. où vous vous trouvez maintenant. Alors, pour ceux qui sont là, c'est intéressant. Pour ceux qui sont là, en tout cas, et pas dans les overflows. Je vais voir en mezzanine les overflows où je fais une pause. Ok, donc il y a les overflows de chaque côté. Il y a 84 speakers qui se sont fait refuser hier. Waouh. Erehold, 4344 points. Mais Jamel le talonne. Ah, Jamel le talonne. Pas mal. Alors, qu'est-ce qu'un gilet rouge? Aswer, tu commences. Un vénard qui fait 20 km par jour et qui participe gratos. Un des volontaires en charge d'aider les orateurs et les oratrices. Un gars qui aurait dû dire non à Antonio. Voilà. Ou alors une personne bénévole sympa et indispensable. Les polos rouges, et tous les volontaires, ils sont 20 à 25, et il y a des étudiants, il doit y avoir 40 personnes. De 3 écoles. Il doit y avoir 50 personnes qui font que tout se passe bien ce matin, et on les remercie. Et les t-shirts rouges, effectivement, viennent d'écoles geeks, donc les futurs développeurs et développeuses de demain. Ouais. Il y avait 2 bonnes réponses. Ouais, donc, bien joué. Bravo. C'est vrai que c'est des volontaires qui se lèvent très très tôt, qui se couchent très très tard, et qui font que tout ça, ça marche. Erehold, Jamel, pas mal. Hein. Pas mal, bravo. Ouais. On a le Anctil et le Polydor de Devox France. Où trouver le programme de Devox France cette année? On a changé le slide. Alors, sur BitTorrent, Imul, Zero Download ou Night Devox. My Devox section programme. Sur les feuilles A3 à l'entrée. Qu'on a imprimé hier soir. Ou alors tatoué sur Arnaud Héritier. Arnaud qui est devant, là, qui s'occupe du programme, voilà. Arnaud, c'est. Je pense que tu aurais beaucoup de tatouages, Arnaud, en fait. J'aime les tatouages. Bon. Ouais, donc sur le site internet, sur l'application, sur les applications mobiles, et depuis ce matin aussi, on a imprimé, donc il y a une feuille par jour au format A3. Alors, on a eu un petit souci hier, et désolé pour ceux qui n'ont pas eu le programme et qui n'avaient pas un smartphone. Là, c'est corrigé, il y a des programmes papier disponibles. Voilà, donc à l'entrée, les feuilles A3. Erehold, Jamel. Aïe. Ah, Jamel, c'est la chute. Qu'est-ce qu'un quickie? Attention, Antonio, ne dis pas de bêtises. Code of conduct. What is a quickie? Une présentation de 30 minutes. Un truc qui n'est pas compatible avec le code of conduct. Une présentation de 15 minutes. Aucune des réponses précédentes. Il y a un piège. Il y a un piège. Ouais. This one is only funny for the English speaker, not maybe for the French one. So. Skip. Pour. Ouais, présentation de 15 minutes pendant l'heure du déjeuner. Vous n'avez pas le droit de manger dans cet amphi là où vous êtes, vous les gens. Vous avez le droit de manger dans les autres salles avec les sandwichs. Donc vous pouvez aller prendre un sandwich et puis ensuite aller écouter un quickie. C'est la pause, c'est toujours sympa. On a perdu Jamel, mais Erehold. Pas mal. La dernière question. Le jeudi soir, c'est la soirée Meet and Greet à 19h. Que ne faites-vous pas ce soir-là?
Que ne faites-vous pas ce soir? Je fais la fête. Je vais au meet-up, au beauf, et je parle avec tout le monde. Je bois trop et je termine la soirée à partir de Monade. À parler de Monade II. Je vais tester les stands spéciaux de la soirée. C'est ce soir à 19h, la soirée meet-up. Que ne faites-vous pas? Là, elle est super dure. C'est question avec double négation. Ouais. Vous êtes prêts? Ouais. Oh. Bon, on a notre winner. Eriold. Si t'es dans la salle, tu peux venir nous rejoindre sur scène. Si t'es dans la salle, Eriold. Allez, allez vite, ouais. On l'applaudit bien fort. Bravo. Allez, dépêche-toi, cours. Voilà. Bravo. On peut l'applaudir. Donc, nous avons le plaisir de t'annoncer que tu es cordialement invité à Devox de l'année prochaine. 2019. Ouais, donc c'est pas beau ça. Voilà. Ok. Meublé Ikea. Et les deux autres vainqueurs ont un petit présent qui les attendra à l'accueil. Passez nous voir tout à l'heure. Ça sera plus simple qu'une place. Et on termine toujours par des tas de merci. Donc, déjà, merci aux Polos Rouges. Levez-vous, les Polos Rouges qui sont dans la salle, et puis il y en a encore qui sont à l'accueil et tout ça. Donc il y en a qui attendent, voilà. Qui bossent, qui machin. Restez debout. Voilà. Il y a Arnaud qui est juste là, qui s'occupe, qui dirige la sélection des sujets d'Evox France. Il y a Karine qui est là-bas, qui s'occupe de la partie organisation avec nous. Il y a les speakers, il y en a 235. L'équipe du Palais des Congrès qui fait qu'on a la lumière, du son et pas trop de stress grâce à eux. Donc un grand merci aussi à eux. Ils sont très très forts. Et puis merci à nos sponsors. Chaque année on le dit, vous ne croyez pas, mais c'est vrai, c'est grâce à eux qu'on est là, vraiment. Donc un merci à Oxiane qui fait toute la partie formation, ce qui est un boulot dingue. Et puis après, on a nos sponsors, parfois historiques. IBM, qui sont là depuis 7 ans, qui nous suivent. Murex. Ouais. Il y en a là qui nous suivent depuis le début, hein, même avant Devox. C'est ceux qui ont parié il y a 10 ans que le geek, c'était pas la 5e roue du carrosse. Donc merci à eux. C'est vraiment grâce à eux qu'on est passé d'un tout petit meet-up à ça. Il y a des développeurs devant vous, il y a des développeurs en rouge, vous êtes développeurs, et c'est grâce à tous ces mecs-là qui se sont dit, le développeur, il sert peut-être à quelque chose. Merci aux sponsors Meet and Greet qui nous permettent de vous faire une belle soirée vin et fromage, ou au Coca-Cola pour ceux qui ne boivent pas ce soir. Le lab Google qui se trouve juste là aussi, donc Google à gauche de la salle. Un truc atypique cette année. Les bornes arcade, vous avez pu jouer, vous savez, elles sont juste derrière là. Donc c'est plutôt sympa. On peut jouer au Pac-Man et tout ça. Merci donc, à Crédit Agricole. TS. Et on va conclure. Et là, il faut conclure. Et on va passer la main à quelqu'un. On va pas le faire en fait. On appelle sur scène Stéphane Johnson, qui est le créateur des conférences d'Evox France. Stéphane. Merci. Bonjour Devox France. Le touriste est arrivé. I'll switch to English because that's the agreement we have. So, do you have a clicker? No. So I just wanted to take this opportunity to basically give you an update on the Devox family. And as I said, I'm just a tourist, so I can enjoy these conferences, going to the sessions, just asking a hot coffee from Antonio, and basically relax and do a bit of prospection of speakers and topics that I want to invite for my own Devox Belgium. So that's really cool. That's why I have the sunglasses and the tan. I'm in holiday mode. So family members, I just want to give you a quick update of where we are with the whole ecosystem. It is really amazing how this has exploded right in my face. We've got 5 Devoxes, as you can see on the right, with France this week. Next month we have Devox UK. In June we have Devox Poland. And then Belgium and Morocco following in November. But on the left, this is like, we call it our Devox incubator. So these are like an incubator events which could potentially become a Devox, but some might just stay, with 400 or 500 people, and that's fine. But the threshold is, if they reach 1,000 and it's multiple days,
they have the choice to rebrand into a Devoxx event. And as you can see, we've got quite a lot of them. It's basically going global. One specific one, which I'm personally really always excited on, and all the other ones are of course great, but like we also have a Vox Days in CERN, which is like, wow, this is like, if you're a Catholic, you go to Lourdes. If you're an engineer, you want to go to CERN at least once in your life, right? And the cool thing is that we actually go underground and see the big colliders, and we were there last year, and we're like with goosebumps, and we're like, yes, next to the collider. Like, it's really a great experience. So that's the 1st of May next year, because this year it's actually in operation, and it's actually toxic. If you go underground, you might actually get some radioactivity particles through your body, which is not a good thing, and it's against the code of conduct, I believe. But anyway, so that's awesome. If you then actually combine all the developers who come to these events, together with Vox Days and Devoxx, we actually welcome every year more than 17,000 developers. That's like amazing. This is not even including the more than 10,000 children that we reach with Devoxx for Kids. So Daniel De Luca, who actually organizes and manages it worldwide, we have every weekend, we have multiple Devoxx for Kids events taking place. And what we are trying to do is inspire children to go into IT and actually show them robots and all the cool things instead of just Excel and PowerPoints. You know, there's a lot more than just that, right? So if you would add the 10,000 children, we were almost, beyond 27,000 developers. So that's awesome. But I do want to take this moment actually to announce a few new family members. And so I've got a few interesting announcements here. The first one is very near to your heart probably, but basically we are announcing Vox Days microservices events. And this will happen in Paris in October of this year. So this is a new trend because what we're trying to do, the problem we have with Devoxx is that we have like 225 speakers, so we can go very broad, but we don't go deep enough in a subject. And so what we want to do with these Vox Days, we call it internally Vox Days Buzzword. It is actually organizing a multi-day event and really go deep on a subject. So this event will take place here in Paris. And of course, the person who will actually be organizing this is Antonio. So Antonio, why the hell are you torturing yourself in organizing another event? Who here works or will work with microservices? Yeah, you don't know what you're going to start with. Who finds microservices easy? No, okay. They've not done any microservices. If you raise your hand, it's easy. No, you've not done it in production yet, believe me. Or you come as a speaker. Yeah, explain us how it should be done. So yeah, distributed systems have been difficult for the last 20 years. So, and because I love distributed systems, we thought, hey, 3 days deep in microservices from data synchronization and messaging and deployment, production, etc. So 3 full days on just microservices here in Paris. Small conference, very, very, very technical. So who would be interested in such an event, just out of interest? Yeah, the guys who didn't find that easy. Yeah. So the registration, I think it's open already today? Everything is open. The call for paper is open. Please apply as a speaker. And the ticketing is open. The website is open. So, see you in October. Yeah, great. Well, maybe sunglasses won't be good timing then, because it's going to be raining in October? It's Paris. It's always beautiful. Okay, all right. Thank you, Antonio. Great. So this is something we'll probably try to push in other cities. So the existing Vox Days organizers, if they want to do something similar, it is sometimes a chain reaction. I mean, like in Vox Days Ticino, they started with a Devoxx for Kids. So they did like a 1 day for Devoxx for Kids, 40 children. And then they contacted me and said, Stefan, this was great, Devoxx for Kids. Let's do a big Devoxx now. And I'm like, hold your horses, doing an event for 40 children and then doing an event for 1,000, there should be an intermediate step. So they started actually with Vox Days Ticino, and now they're doing 3 events in Zurich, in Ticino, and even with CERN related. So they're like really going for it and having a great time. But wait, there's actually one more last announcement that I would like to
share with you. And for this, I'll play a video, so hold on. Really fantastic venue, lots of flashing lights and loud music, so it's not really what I'm used to, but really great crowds. I've had loads of fantastic questions so far. The conference looks great, the organization is amazing, all the sessions very well lined up, a lot of information, very interesting speakers. Ukrainian people are very friendly and there's a lot of variety in the conference. It's really good. My impression of Java Day Kiev is absolutely tremendous. I'm actually very excited to be here. People actually talk about what other engineers and developers care about. And that's kind of a big deal, right? It's dedication to Java. This is what it is, right? Java Day ever. I think it's a fantastic conference. You have a live band, and I think that's super cool. The atmosphere at this event is very different from other conferences I'm going to. I can tell you so much. This is really lively. So, basically, Java Day is going to be rebranding their event to Devoxx Ukraine. So I would like to welcome on stage the organizers behind the event. Olena, Katerina, and Margarita. Welcome to Devoxx. Welcome, thank you. Welcome. Thank you. So, why did you want to change the name from Java Day to Devoxx Ukraine? Because it looks already an awesome event. Yeah, that's true. Thank you, first of all, for having us, to the French team, to you, Stefan. It's a pleasure to be here. Java Day is really special event for us. As you saw in the video, we have a lot of entertainment stuff. And last year, it was 1,000 developers in Kiev. So that's the threshold we're looking for, which is great. Exactly, it's a threshold. But we want to grow and we want to go global. In terms of the speakers, we want to invite more international speakers and also international audience. So you all are very welcome to Kiev, Ukraine, to a beautiful city and also to a beautiful conference. Great. And so you're actually part of the program committee, Margarita? Yes. So can you tell a bit more about what you're looking for speakers and topics and so on? Of course, I can tell you. Actually, whatever you can prepare for Devoxx France or any other Devoxx, you can prepare for Devoxx Ukraine. It's very difficult to find some specific talks because we are waiting for Java, JVM-related stack, web, architecture, cloud, even artificial intelligence and computer science. So whatever you want, you can talk and submit to us. I would like to mention one more thing, that our mission of program committee is not just to choose talks. We want to help you, to help speakers to prepare slides, to improve your talk, to improve your presentation. So do not hesitate to contact us and we'll help you. Thanks. And so I've heard from, because I've been following the event, of course, already for many years now, you've actually taken speakers to Chernobyl as like a way of visiting, you know, an interesting location. So what can attendees expect if they come to Ukraine, and is it still safe? We have Chernobyl. Yeah, is Chernobyl safe, but also, you know. Yeah, we had that trip for our speakers last year, the year before last year. We are more than willing to arrange it this year.
for those who will join as speakers. And yeah, I'd like to mention what you need to know if you're considering going to Devoxx Ukraine. It's safe. It's safe and it's quite easy actually in terms of traveling to another country. And if you go to Ukraine, please make sure to have a couple more days, not only to visit the conference, but also to explore the country, because there are a lot of beautiful cities, a lot of places to see in Kyiv, hospitable and beautiful city, and friendly people, la cuisine est très délicieuse. And yeah, should you have any question, I don't understand, you might have them, feel free to ask us. We are always there to help you, to provide advice. So welcome to Ukraine. I think a lot of people have just one question. Are there any men in the program committee, or is it all women? They are, yeah. This is diversity, Stefan. Yeah, I fully agree, which is great. I mean, we have the three machos organizing Devoxx France, right? So at least we are counterbasing it and have an equilibrium, so that's really great. Well, thank you. Welcome to the family. Really looking forward to it. And are we going to take a selfie picture? We'd like to take a selfie. So we're going to take a selfie picture, so maybe we can put the lights on so you can all smile and be on the picture as well. So come over here, stand in the middle. So you can show to your boss that you actually were here, right? Okay. Smile, people. Make sure you're here. Make sure you're on it. Okay. 1, 2, 3. Thank you very much. Thank you. So that concludes my part. I would like to introduce Charles, who is basically going to be moderating the keynotes as usual. And you're actually dressed up. It's not naked this year? No, not. No, actually, you have a code of conduct now, so I have to go by that. Still need to learn it. Good luck. Thank you. Ah la vache, j'ai toujours un silence. Il y avait des gens qui étaient là avant. Merci. Donc, cette année, de nouveau, une keynote. Donc, l'objectif un peu des keynotes, pour ceux qui ne le sauraient pas aujourd'hui, en tout cas des Devoxx France, c'est de se dire, on est dans du technique toute la journée, il faut aussi prendre un pas de côté, derrière, pour se dire un petit peu c'est quoi l'impact de nos technologies, finalement, dans le quotidien, la vie de tout ce qu'on fait. Et donc, chaque année, on se réunit tous ensemble et on essaye de trouver un sujet. Donc on avait fait l'éducation, la transmission, l'avenir, l'intelligence artificielle. Et cette année, le sujet, si vous avez sans doute un peu vu, d'ailleurs je veux remercier Gabriel, le comité et les orateurs qui vont m'aider à traiter ce sujet, c'est évolution, tu manques pas d'air. Alors bon, il y a le gag évolution, révolution, hein, c'est un petit jeu de mots, c'est le côté français. Et pour traiter ça, à chaque fois, globalement, quand on a un sujet un peu touchy, la façon de se rattraper aux branches, c'est de passer à la définition. Donc, Wikipédia, hein, enfin Wikidictionary pour être plus précis. Donc, une révolution est le retour d'une planète, d'un astre, au même point. Donc, hop, on retourne au même point. Alors, une évolution, par contre, est un changement graduel qui modifie les conceptions ou les procédés. Il s'agit donc de changer graduellement et de tourner en rond. Donc sans R, pas de vie, sans R, pas de progrès, et pourtant avec le R, on revient au même point. Un peu compliqué quand même. Il y en a qui suivent? Merci. Donc, la vraie question maintenant, c'est comment faire évoluer les keynotes, comment apporter une évolution de procédé de ces keynotes, et tout en les faisant revenir au même point. Comment est-ce que je pourrais faire pour faire évoluer nos keynotes? Comment?
C'est vrai, Charles, que c'est impressionnant vu d'ici, les applaudissements, les lumières, ce peuple, hein, dans le fond, qui s'est déplacé. Tiens, Betty, tu tombes bien. C'est pas tombé. Écoute, je vais te proposer, s'il te plaît, de m'aider à apporter une évolution dans ces keynotes. La femme étant l'avenir de l'homme, je me suis dit que c'était pas mal cette année d'avoir une Madame Loyal. La femme, l'avenir de l'homme. Bah, je suis assez d'accord avec toi, et puis en même temps, on ne va pas faire mentir le poète, il a toujours raison. Mais l'avenir de l'homme, c'est maintenant. Et puis, tu oublies quelque chose? C'est l'avenir de l'homme, mais c'est un peu l'origine de l'homme aussi, la femme, non? Alors ouais, mais en fait, c'est interdit sur Facebook, donc on a dit qu'on n'en parlerait pas. Alors, on ne va pas être plus royaliste que le roi, et l'équipe de Facebook te recontactera à ce sujet. Mais tu ne devais pas porter un costume, Charles? En fait, c'était un peu attendu. Là, tu vois, les gens me disaient ah, c'est quoi le costume de cette année, tout ça. Je me suis dit bon non, on va passer. Et puis pas de blague non plus, rien. Non, tu es un peu impatiente, t'inquiète pas. C'est juste une première révolution. Ah, s'en ira, s'en ira, s'en ira. Merci Charles de me lâcher ainsi. Alors je me lance. La révolution en France, on va forcément parler de l'État. Mais de manière générale, un État, comment fait-il sa révolution? L'orateur que nous accueillons maintenant va nous partager la vision estonienne, s'il veut bien la partager. La vision... Juste ce bouton. D'accord, merci. Estonienne de la révolution démocratique que nous apporte l'informatique. Ancien journaliste, actuel administrateur de l'Institut Open Diplomacy, en charge de démocratiser les enjeux et complexités des relations diplomatiques, Arnaud Castagnier a aussi travaillé à l'Élysée pour la précédente présidence. François Hollande, c'est ça? Oui, c'est ça. Pour mémoire. C'est en tant que directeur des relations publiques au sein du programme d'e-Residency qu'il va maintenant nous expliquer ce qu'a mis en place l'Estonie en 2014. Accueillons chaleureusement Arnaud Castagnier. Merci beaucoup. En voyant le costume, je m'en veux un petit peu de ne pas être venu en tenue traditionnelle estonienne, qui serait à peu près juste une serviette autour de la taille pour célébrer notre culture du sauna. Mais ce sera probablement pour la prochaine fois, mais j'y penserai la prochaine fois. Bonjour tout le monde, bonjour à tous, 600 personnes selon la police et 900 personnes selon les organisateurs. Bonjour tout le monde, bonjour à nos amis venant d'Ukraine. J'étais à Kiev il y a 2 semaines et l'écosystème tech est vraiment impressionnant là-bas. Et merci d'être venus aussitôt et aussi nombreux pour venir écouter ce keynote au sujet de l'Estonie. Donc je vais vous parler du programme e-Residency, principalement parce que le gouvernement estonien est mon employeur, même si je suis français. Pour une administration, c'est assez particulier, mais on a 6 nationalités différentes au sein du programme e-Residency. Je suis le seul français, cependant, même si, bien sûr, la France est vue comme une puissance tech et numérique. Par contre, avant de parler du premier e-Residency, je vais revenir un petit peu sur l'histoire récente de l'Estonie. Et ça, globalement, c'est l'Estonie en 91. En 91, l'Estonie retrouve son indépendance et y a rien. Il n'y a pas d'administration, pas de bureaucratie, effectivement, personne ne pouvait s'en plaindre du coup, pas de service public, et les dirigeants politiques à ce moment-là héritent d'un État où rien ne fonctionne. Paradoxalement, ça a vraiment été une chance parce qu'ils ont pu vraiment repartir du début et commencer un petit peu à modeler la société et l'administration qu'ils voulaient. Et heureusement, 91, c'est aussi le début de la révolution numérique. Ce qui fait que, pour des raisons de coût, pour des raisons d'efficacité, les dirigeants politiques de l'époque ont décidé de prendre vraiment le virage du numérique et de faire du numérique vraiment la pierre angulaire de toute l'administration estonienne. C'est un processus qui a pris du temps. Le premier portail de e-gouvernance a été lancé en 1997. Ils ont commencé à payer leurs impôts en ligne en 2000. En 2011, l'Estonie a lancé sa carte d'identité numérique, qui est celle-ci, qui permet de tout faire. C'est aussi bien
pour mon permis de conduire, je peux l'utiliser pour voter, parce que depuis 2005, le vote est possible grâce à distance, en ligne, grâce à cette carte. Je peux l'utiliser également comme carte de sécurité sociale, pour payer mes impôts, vraiment pour tout. Ensuite, d'autres développements ont été apportés. Depuis 2008, l'administration utilise la technologie blockchain. Et tout ça a permis ensuite, en 2014, d'arriver au programme e-Residency. On aime dire que l'Estonie a réussi à construire une société numérique, une administration purement numérique. Principalement parce qu'on peut tout faire au niveau numérique en Estonie. Tout faire sauf 3 choses. On ne peut pas se marier, on ne peut pas divorcer et on ne peut pas effectuer de transactions immobilières. Ce n'est pas dû à des problèmes techniques, c'est juste qu'on considère que ce type de choses sont un petit peu trop importantes pour être faites uniquement de façon numérique. Personnellement, je me serais déjà marié plusieurs fois si je pouvais me marier en ligne à distance. Pour le divorce, c'est facile à imaginer. On n'a pas envie qu'un jour, après une grosse dispute avec votre compagnon ou votre compagne, vous soyez là, ok, je rentre chez moi, je sais vraiment ce qui va lui prendre la tête, ce qui va l'énerver, je vais divorcer rapidement. Et pour les transactions immobilières, c'est parce que beaucoup de gens jouent au poker, jouent au casino, et ce serait un petit peu dommage de perdre sa maison juste à cause de dettes. Mais à part tout ça, tout se fait intégralement en ligne grâce à la carte d'identité numérique estonienne. Et l'idée de la e-résidence, c'est ça. C'est juste de se dire que, alors c'est pas du tout une innovation technologique, c'est juste de se dire qu'on va offrir ce service à n'importe qui, de n'importe où dans le monde. Et donc on a lancé, en décembre 2014, une carte à peu près similaire, qui est la carte de e-résident, et qui permet donc à n'importe qui, de n'importe où dans le monde, d'avoir accès aux services publics estoniens. La technologie estonienne est quelque chose pour laquelle l'Estonie a vraiment investi. Et la technologie se base sur 3 principaux piliers. Tout d'abord, la confidentialité. La carte d'identité numérique, en fait, si on ne connaît pas les 2 codes PIN qui sont donnés, on ne peut rien en faire. Donc si vous la perdez, si la personne qui la trouve n'a pas les 2 codes PIN, elle ne peut pas se connecter. Donc, ce qui permet vraiment d'éviter les vols, d'éviter ce type de risque. L'autre pilier important, c'est la question de la disponibilité. Les données doivent être accessibles en permanence, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et tout ça, c'est permis grâce à une infrastructure numérique appelée X-Road. Globalement, juste pour vous résumer, c'est ce qui permet à l'administration estonienne de ne pas avoir le droit de vous demander 2 fois au cours d'une vie la même information. Si vous devez donner une fois de votre vie, vous n'aurez plus jamais besoin de la redonner. Et enfin, l'intégrité. L'intégrité des données qui est préservée grâce à une technologie qu'on a commencé à tester depuis 2008, ce qu'on appelle la Keysight Blockchain, ce qui permet vraiment d'assurer la sécurité, l'intégrité des données, mais également de faire en sorte que chaque citoyen en Estonie sache exactement quel fonctionnaire de quelle administration a vérifié et a consulté à quelles de ses données personnelles et pourquoi. Et si on juge que ce n'est pas légitime, on peut se plaindre, on peut éventuellement porter plainte. Ce qui permet à ce type de système, basé sur l'utilisation de données personnelles, de vraiment obtenir la confiance des citoyens. Sinon, on tombe dans le syndrome du Big Brother. Mais là, avec ce type de système de contrôle citoyen, les citoyens savent exactement ce qui est fait de leurs données personnelles. Mais pour aboutir à la e-résidence, il fallait vraiment avoir un changement de mentalité. Parce que c'est ça la e-résidence. Ce n'est pas une innovation technologique, c'est une innovation politique, mais qui demande vraiment de faire changer les mentalités. Tout d'abord, il faut penser l'État comme étant un service en mode bêta, qui puisse sans cesse être amélioré grâce au retour des citoyens, au retour des usagers, tout simplement. Il faut penser aussi au numérique comme étant totalement inclusif et émancipateur. Il faut croire aux effets positifs de l'entrepreneuriat. Ça, c'est quelque chose c'est vraiment le pilier du programme e-Residency. Il faut avoir envie d'ouvrir son économie internationale, et dans le cas de l'Estonie, il fallait en avoir également la nécessité, parce que l'Estonie, c'est que 1,3 million d'habitants. Il faut penser aussi les évolutions du travail. De plus en plus de freelance, de plus en plus de nomades digitaux. Les gens ont envie de voyager et de travailler en même temps. Ils n'ont pas envie de se prendre la tête avec l'administration. Et également, il faut considérer qu'il y a une idée qui puisse être assez unique, radicale, mais assez simple. C'est qu'un État ne devrait pas seulement pouvoir proposer ses services à ses propres citoyens, mais également à n'importe qui, de n'importe où dans le monde qui puisse en profiter. Et tout ça, c'est ce qui a abouti à la création du programme e-Residency.
Donc n'importe qui, n'importe où dans le monde peut devenir e-résident et par là créer son entreprise en ligne, accéder au service public numérique estonien, la gérer intégralement en ligne, signer les documents via signature numérique, avoir accès à tout ce qui est services bancaires professionnels, système de paiement internationaux, et tout cela sans jamais avoir besoin de venir en Estonie à un seul moment. Notre programme est basé sur des valeurs. On est quand même un programme gouvernemental, donc on ne pourrait pas uniquement faire ça pour attirer des revenus ou quoi que ce soit. Il y a vraiment des valeurs, et c'est ce qu'on essaie de promouvoir à travers le monde. Tout d'abord, la e-résidence est inclusive. Donc chaque personne sur cette planète peut devenir e-résidente. On a des e-résidents de 150 pays dans le monde, et donc on ne discrimine personne par rapport à la nationalité ou par rapport à l'endroit où cette personne vit. Le programme est totalement légitime. Lorsqu'une personne crée son entreprise grâce à e-résidence, elle ne crée pas une entreprise en ligne, elle ne crée pas une entreprise virtuelle ou e-résidente ou quoi que ce soit. On crée une entreprise totalement légale, une entreprise estonienne, qui a donc les mêmes accès au marché européen comme n'importe quelle entreprise estonienne. Le programme est totalement transparent. L'accès aux données personnelles est vraiment encadré, comme je vous ai expliqué. Chaque résident sait exactement quelle administration consulte ces données. Ça, c'est exactement la même chose que pour les citoyens ou résidents estoniens. Et l'échange d'informations est permanent avec les administrations des pays concernés. Certaines personnes ont pu penser qu'on était un paradis fiscal. C'est malheureusement pas le cas. Il y en a quelques-uns, notamment dans l'Union européenne, mais en tout cas, nous, on ne l'est pas. Et également, la e-résidence est totalement émancipatrice parce que on estime qu'avec ce système, on permet vraiment de démocratiser l'accès à l'entrepreneuriat à travers le monde. Et c'est en quelque sorte la mission que s'offre l'Estonie au niveau international. Du coup, chaque personne peut devenir e-résidente et après quelques années, on a réalisé un petit peu, on a compris quel type de personne, quel type de profil pouvait vraiment profiter de la e-résidence. Principalement, on trouve des entrepreneurs, notamment de pays hors Union européenne, qui ont besoin d'avoir accès au marché européen, qui ont besoin d'avoir accès à des systèmes de paiement internationaux ou à des services bancaires internationaux. On a des freelances hors Union européenne et au sein de l'Union européenne. Hors Union européenne, par exemple, juste pour vous citer, on a de plus en plus d'e-résidents en Ukraine ou en Turquie parce que l'accès à des services comme PayPal est restreint dans ces pays. Et donc, en créant leur entreprise via la e-résidence, ils peuvent avoir accès à tout ça. On a de plus en plus d'entrepreneurs également et de freelance au sein de l'Union européenne parce que ça leur permet également de réduire leurs coûts d'opération. Ça leur permet d'avoir accès à une administration intégralement en ligne. La création d'entreprise se fait en uniquement quelques minutes, 18 selon le livre Guinness des records. Bon, en général, ça peut prendre à peu près 1 heure, mais l'idée est vraiment de pouvoir faire tout en ligne sans vraiment être stressé par l'administration. Et pour beaucoup d'entrepreneurs, pour beaucoup de freelance, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc à travers les années, en 3 ans, on a réussi à attirer plus de 32 000 e-résidents venant de 150 pays. Donc vous voyez cette courbe, donc on continue de progresser énormément. On estime que d'ici à la fin de l'année, on devrait réussir à attirer plus de 30 000 e-résidents dans l'année, donc on devrait doubler ce chiffre. Et comme vous voyez, les différentes nationalités sont extrêmement diverses. On retrouve aussi bien des pays de l'Union européenne, comme la Finlande, des pays qui sont proches de l'Estonie et avec qui les relations sont bonnes, comme la Russie. On retrouve également l'Ukraine, des pays de l'Union européenne également, comme l'Allemagne. La Grande-Bretagne, ce qui est important, grâce au Brexit, en tant qu'Européens, on est très triste que le Brexit arrive, mais ça nous a vraiment permis d'augmenter le nombre de e-résidents qui voulaient créer leur entreprise dans l'Union européenne, donc en Estonie, et qui voulaient conserver un accès au marché européen. Donc plus de 50 entreprises ont été créées, c'est assez important pour nous, on mise vraiment là-dessus parce que, non pas pour les revenus, mais parce qu'on n'a pas forcément envie que les e-résidents soient uniquement des fans de notre système. C'est formidable d'avoir 32 000 e-résidents, mais on a vraiment envie de pouvoir résoudre les problèmes que les entrepreneurs ou que les freelanceurs peuvent subir à travers le monde. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'en termes de délégation, donc même si la Finlande était la plus grosse délégation en termes de nombre de e-résidents, l'Ukraine, c'est le principal pays. Parce que les Ukrainiens, lorsqu'ils deviennent e-résidents, ils savent clairement pourquoi ils ont envie, pourquoi ils ont besoin de le faire. C'est pour créer leur entreprise, leur statut, avoir accès au marché européen, et pour eux, c'est extrêmement important. C'est pour des raisons similaires qu'on voit énormément de progression en termes de nombre de e-résidents et de nombre d'entreprises créées, venant de pays comme l'Inde ou comme la Turquie.
Ça, c'est vraiment, et nous, on est extrêmement fiers de ça parce qu'on permet vraiment aux entrepreneurs de ces pays, non pas de quitter leur pays, mais de pouvoir rester dans leur État, rester auprès de leur famille, de leurs amis, mais par contre d'avoir accès exactement aux mêmes services que n'importe quel entrepreneur européen. La procédure est très facile, forcément tout se fait en ligne, 4 étapes, 1 mois, 100 €. Donc la demande doit être faite en ligne. Il faut attendre le résultat de la procédure de vérification qui prend entre 2 et 4 semaines parce qu'on veut s'assurer qu'aucun e-résident n'ait été impliqué dans des activités criminelles ou quoi que ce soit. On a vraiment envie d'éviter tout ce type de risque. Et ensuite, lorsque vous recevez la validation de votre demande, il faut récupérer sa carte d'identité numérique dans une ambassade estonienne. Et ensuite, dès que vous l'avez, bien sûr, on vous demande 100 €, mais c'est juste les coûts d'émettre la carte et de l'envoyer. Mais dès que vous l'avez, vous pouvez accéder à tous les services publics estoniens en ligne et par là, la création d'entreprises. Pour l'Estonie, ça a été un investissement qui a été assez fructueux pour un coût assez minimal, vu que, comme j'ai dit, ce n'est pas une innovation technologique. On offre juste l'accès à une infrastructure qui existe déjà, et si l'infrastructure fonctionne pour 1 million de personnes, elle peut fonctionner pour 2-3 millions. Et comme vous voyez, les résultats et les bénéfices pour l'Estonie ont été assez importants. Donc ici, ce sont les résultats, les bénéfices nets. Et en 3 ans, donc ça c'est les chiffres de Deloitte, on estime qu'un peu moins de 3 millions d'euros ont été générés en Estonie en termes de revenus directs. Donc ça, ce sont les taxes, parce que certaines entreprises, pas toutes, et même pas la majorité en fait, certaines entreprises payent des impôts en Estonie, vu qu'ils commencent à générer de la valeur en Estonie, ils commencent à avoir des clients estoniens, etc. Mais ce qui est beaucoup plus important pour nous, ce sont les bénéfices indirects. Et là, on voit ce chiffre de 25 millions d'euros pour 2018, et c'est quelque chose d'extrêmement important. Parce que lorsque vous créez votre entreprise, on vous offre l'accès, on vous propose d'accéder à un réseau de fournisseurs de services estoniens. Si vous avez besoin d'un bureau virtuel, de secrétariat virtuel, si vous avez besoin de spécialistes fiscaux, légaux, on vous met en relation avec des boîtes estoniennes. Et donc ça fait une espèce d'effet boule de neige, et beaucoup de boîtes profitent et grossissent, payent plus d'impôts, etc., grâce des boîtes estoniennes, grâce aux services qu'ils proposent aux e-résidents. Et donc c'est ça en fait, on réussit juste en ouvrant nos frontières numériques, juste en étant inclusif, l'Estonie arrive à augmenter les revenus indirects, les bénéfices socio-économiques indirects et à faire grossir son économie. Tout ça juste avec l'idée que une société numérique c'est bien, mais ça peut non seulement profiter à ses citoyens, mais également à n'importe qui de n'importe où dans le monde. Pour conclure, je vais vous parler en quelque sorte de l'évolution du programme, parce qu'on se voit toujours en mode bêta, et on ne considérera jamais que notre mission sera terminée, que notre programme sera parfait ou quoi que ce soit. Tout d'abord, on va lancer une plateforme communautaire. Pour nous, c'est extrêmement important parce que pour l'instant, on offre l'accès à des services, et bien sûr, c'est très bien, donc on considère que l'accès aux services étant assez inégal à travers le monde, le fait qu'on ouvre l'accès aux services, ça permet vraiment de démocratiser l'accès à l'entrepreneuriat, ça permet vraiment d'aboutir à une égalité d'opportunités. Mais on veut également faire en sorte que les résidents se sentent vraiment comme faisant partie d'une communauté. Et donc on va lancer cette plateforme communautaire d'ici cet été, et ça permettra aux résidents de se rencontrer. Ce n'est pas une plateforme de dating, c'est juste pour se rencontrer, pour organiser des meet-up. On voudrait également qu'ils puissent échanger des idées, des business models. Et l'idée est vraiment de créer de l'activité entre e-résidents pour faire en sorte que les gens puissent collaborer ensemble, puissent faire grossir leur business ensemble, puissent trouver de nouvelles idées. On pense vraiment que cette simulation peut profiter à un plus grand nombre. Quelque chose de très important pour nous, ce sont les e-residency centers, parce que comme je vous ai dit, les e-résidents doivent récupérer leur carte d'identité numérique dans une ambassade estonienne. Malheureusement, l'Estonie, c'est un petit pays. On a 34 ambassades à travers le monde, ce qui n'est pas très pratique. On n'a aucune ambassade en Amérique du Sud, on a une seule ambassade en Afrique, en Égypte, ce qui n'est pas trop le pays le plus central en Afrique. On n'a pas d'ambassade en Asie du Sud-Est, alors qu'il y a énormément de freelancers et de digital nomades, notamment en Thaïlande. Donc on va lancer des e-residency centers, là, donc des lieux où les e-résidents pourront récupérer leur carte de e-résident, même sans qu'on ait d'ambassade. De plus en plus d'États veulent créer leur propre programme, et nous on collabore vraiment avec tout le monde. On sait que l'Azerbaïdjan, par exemple, veut lancer son programme M-Residency, basé sur l'identité mobile. On sait également que Singapour va lancer de son côté une carte d'identité numérique.
Et la Lituanie a récemment annoncé qu'ils allaient permettre la création, en utilisant l'infrastructure blockchain qu'ils sont en train de développer, permettre la création d'entreprises intégralement en ligne. Et nous, on accueille vraiment ça totalement favorablement, parce que on pense vraiment que, in fine, ça va profiter à tous les citoyens, ça va profiter à tous les usagers, et nous sommes des usagers des services publics. On a besoin de systèmes qui soient inclusifs, qui soient agiles, qui soient faciles d'accès, et on a vraiment envie de faire en sorte que déjà, dans l'Union européenne, tous les États puissent offrir la même facilité d'accès aux services que l'Estonie, mais également, on veut vouloir élargir ça à travers le monde. Et donc, on collabore avec chacun de ces États. Je me rappelle au sommet de numérique en septembre en Grèce, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec le Premier ministre Tsipras. On lui expliquait notamment que juste l'utilisation de la signature numérique par l'administration estonienne permet à l'Estonie d'économiser l'équivalent de 2% de son PIB, ce qui est du coup pour un Premier ministre grec c'est quelque chose qui lui parle. Et donc sa réaction était pourquoi l'Union européenne ne nous a pas demandé de mettre ça en place. Et on a vraiment envie que tous les États puissent collaborer ensemble et puissent améliorer leur infrastructure numérique, leur administration, et surtout en ouvrant les frontières numériques. On a des objectifs assez ambitieux, 150 000 résidents d'ici 2020, 20 000 entreprises créées, ce qui devrait selon nous générer plus de presque 2 milliards d'euros pour l'économie estonienne d'ici 2025. En quelque sorte, on crée les revenus de demain pour l'économie estonienne. Et tout ça juste en ayant un changement de mentalité et en ayant envie de devenir inclusif et d'ouvrir ces frontières numériques. Donc on fait beaucoup d'évangélisation actuellement, on part dans beaucoup de pays. Je suis là également en France parce qu'on voit que beaucoup de choses intéressantes se font dans l'administration française et au sein du gouvernement français. On espère vraiment que la France va prendre également ce chemin, que tous les pays de l'Union européenne vont prendre ce chemin, parce qu'in fine, ce qu'on veut faire, c'est vraiment faire en sorte que les administrations soient présentes, les services publics soient présents, bien sûr. On ne remet pas du tout ça en cause. Par contre, on pense qu'un système efficace, c'est un système qui est de plus en plus invisible. Les gens ne se rendent même pas compte qu'ils aient besoin de se connecter sur Internet pour remplir leur fiche d'impôt. Non, on espère que ça se fera automatiquement. On n'a pas envie non plus que les gens puissent se prendre la tête à devoir enregistrer l'identité de leur enfant lorsqu'il naît. On a envie que ça se fasse automatiquement et que automatiquement, ça enclenche le versement d'aide sociale, l'inscription à la crèche, etc. On pense que les services publics de demain seront totalement invisibles et sont totalement inclusifs et permettront vraiment à chaque État d'augmenter leurs revenus en étant efficaces et agiles. Et nous, au niveau international, ce qu'on espère faire avec la e-résidence, c'est vraiment la démocratisation de l'accès à l'entrepreneuriat. Donc on collabore avec les gouvernements étrangers, on collabore avec les Nations Unies pour des programmes, notamment en Inde, dans lesquels on favorise l'accès à l'entrepreneuriat et au e-commerce pour des femmes entrepreneurs à Delhi. Et c'est un peu la mission de ce petit pays qu'est l'Estonie. Et vu d'où l'Estonie partait en 1991, énormément de travail a été fait. Et maintenant, on est vraiment extrêmement fiers que l'Estonie soit connue comme étant un pays extrêmement innovant, comme étant un modèle à suivre. Et on a vraiment envie d'exporter ce modèle et ses valeurs à travers le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup Arnaud. C'est du son ? Merci beaucoup Arnaud, merci pour cette présentation. C'est vrai que le programme est intéressant, voire tentant. Alors j'étais censée annoncer une oratrice. Problème, messieurs ? Ah, d'accord. Donc notre deuxième oratrice est un peu plus connue ici, car c'est notamment une J-duchesse et une Ladies of FinTech. Actuellement CTO de Litchi et experte de l'austère domaine de la finance, elle se consacre depuis quelques années essentiellement à Mangopé. Elle vient pour parler de l'évolution du financement de la révolution de l'économie collaborative. Accueillons par nos applaudissements Laure Nemé. Ok. Bon, donc là, j'ai été à 2 doigts de me faire traiter de banquière. Je ne sais pas très bien comment je dois le prendre. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ici. Je crois que c'est la première fois que j'arrive à avoir une place dans cet amphi bleu pour les keynotes. Combien pensez-vous qu'on peut réunir de personnes dans un élan de solidarité ? Sur Litchi, en ce moment, alors que les cagnottes réunissent d'habitude quelques dizaines, voire quelques centaines de personnes, en ce moment, donc, nous avons une cagnotte en cours
qui a déjà fédéré plus de 22 000 personnes, et j'y reviendrai tout à l'heure. Ma mission aujourd'hui, c'est de vous intéresser à l'économie collaborative dans sa dimension humaniste et altruiste, en tant que consommateur, en tant que citoyen et éventuellement en tant que porteur de projet. Alors l'économie collaborative, moi, je baigne dedans depuis mon arrivée chez Litchi en 2010, et encore plus depuis qu'on a créé MangoPay en 2013, et une bonne partie des plateformes dont je vais vous parler sont des clients de MangoPay. Qu'est-ce que l'économie collaborative? Alors ça a une définition assez vaste qui adresse un certain nombre d'activités humaines de pair à pair, visant à créer de la valeur en commun et qui repose sur de nouvelles formes d'organisation du travail et d'échange. Le terme recouvre des réalités assez différentes. Ça peut être autant des projets associatifs et solidaires que des plateformes où la question, par exemple, de la précarisation des travailleurs se pose. Là, on pense à Deliveroo ou à Uber. Autant des initiatives avec une portée très locale, les jardins partagés typiquement, que très globales, les MOOC, les cours ouverts en ligne. On a des plateformes qui sont fondées sur le partage de connaissances avec Wikipédia, sur l'échange, typiquement l'échange d'appartements, le prêt, la location ou éventuellement le don. Certains systèmes sont de pair à pair, les communautés de voisins, le covoiturage, d'autres entre professionnels et particuliers, comme la ruche qui dit oui. Et je vais faire un focus sur la ruche qui dit oui, parce que parmi les places de marché où la mise en relation se fait entre des clients et des fournisseurs, comme Amazon Marketplace, Airbnb, Uber, il y en a peu qui placent leur rôle sociétal au centre de leurs préoccupations, comme la ruche qui dit oui. Le principe de la ruche, c'est de mettre en relation des producteurs et des artisans avec des acheteurs sur un modèle de circuit court. Comment ça fonctionne? Les utilisateurs deviennent membres d'une ruche à côté de chez eux. Cette ruche se fournit auprès de producteurs et artisans locaux, moins de 250 km. Elle organise des ventes régulières et les utilisateurs donc, vont acheter leurs produits en ligne et venir les rechercher à la vente. Les responsables des ruches sont principalement des particuliers, mais aussi, suivant la taille des ruches, des associations ou des entreprises. Et le modèle de rémunération est très intéressant parce que le producteur reçoit près de 85% du prix de vente, le reste étant partagé entre le responsable de la ruche et la plateforme. Et donc là, on est très loin des modèles de rémunération typiquement de la grande distribution. En 2017, en France, ça représentait 800 ruches réparties à peu près dans tout le territoire. Elles se fournissaient auprès d'environ 5000 producteurs et comptaient 210 000 membres. Un des premiers projets emblématiques qui a utilisé le financement participatif, donc longtemps, très longtemps avant Internet et les réseaux sociaux, c'est la Statue de la Liberté. Le financement participatif, ou crowdfunding en anglais, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode de collecte de fonds qui est opérée depuis une plateforme en ligne et qui permet à un ensemble de contributeurs de décider de financer un projet identifié. Or, la Statue de la Liberté, c'est un don, non pas de la France aux États-Unis, mais du peuple français au peuple américain. Alors, les Français se sont chargés du financement de la statue elle-même. Et le comité organisateur a fait pour ça des dîners de gala, des loteries, de la vente de souvenirs également, mais a reçu aussi beaucoup de dons de communes, d'entreprises et même de particuliers. Du côté des États-Unis, les États-Unis étaient censés financer le socle, et ce financement a été assez compliqué parce que les entreprises et les milliardaires américains sollicités y montraient assez peu d'enthousiasme, jusqu'à ce que Joseph Pulitzer, celui du prix Pulitzer, fasse un appel à dons dans son journal, et là, a récolté des fonds auprès de plus de 100 000 personnes, principalement aux revenus modestes. Alors, comme souvent dans les projets de crowdfunding, la statue a été livrée avec un tout petit peu de retard,
puisqu'elle était censée être inaugurée pour le 4 juillet 1876, donc pour le centenaire de l'indépendance des États-Unis, et qu'elle a finalement été livrée en octobre 1886, soit près de 10 ans après. Si je passe au XXe siècle maintenant, et au début d'Internet, les premiers à avoir fait une collecte de crowdfunding un peu d'importance, c'est le groupe Marillion. En 1995, ils se sont séparés de leur maison de disques qui était EMI, et ils sont passés pour faire leurs albums par des labels indépendants. Et là, financièrement, ça ne s'est pas très bien passé, jusqu'à ce qu'en 1997, ils annoncent à leur mailing list de fans qu'avec regret, ils ne pourraient pas financer une tournée aux États-Unis après la sortie de leur album. Et là, il y a un fan qui a proposé en fait, de récolter des fonds sur son propre compte en banque auprès des autres fans. Et il a récolté 60 000 $ comme ça. Et le groupe a financé sa tournée. Et ils ont même réutilisé le crowdfunding en fait, pour lancer plusieurs disques ensuite. Et ça leur a même permis de garder les droits sur leurs albums. L'essor du financement participatif date en fait plutôt de 2008 et de la crise financière, à un moment où justement il était assez difficile pour des projets de trouver des fonds auprès des acteurs bancaires traditionnels. Alors on a plusieurs types de financement, le don ou le don avec contrepartie, le prêt ou le capital. En 2017 en France, ça représente tout de même 340 millions d'euros. C'est près de 50% de plus que l'année précédente. Et ces financements ont été autant à des projets économiques, culturels ou sociaux. Et là, je vais rentrer un petit peu dans le détail. Alors, normalement, quand je vous dis crowdfunding, vous pensez à Kickstarter, vous pensez à des projets qui ont récolté des millions de dollars, à des objets connectés qui ont été financés comme ça, donc l'Oculus Rift, le Pebble. Vous pensez peut-être même à des projets avec un succès un petit peu improbable comme la Potato Salad. Et après, vous évoquez peut-être aussi l'emballement, la bulle spéculative, même certainement, autour des ICO. Donc une ICO, c'est une Initial Coin Offering. C'est un achat de parts de société en crypto-monnaie qui est ouvert à tout le monde. Et ce qu'on voit avec ces différents exemples, c'est le crowdfunding, c'est parfait en fait pour tester l'intérêt du public pour un produit. En France, le projet emblématique qui a trouvé son public comme ça, c'est Noob, le film. Donc Noob, c'est une web-série de niche qui a été créée en 2008 et qui est diffusée sur la chaîne No Life. Et en 2013, ses créateurs décident de faire une campagne de crowdfunding pour financer un film. Ils espèrent récolter 35 000 € sur la plateforme Ulule. Et alors là, ça dépasse un tout petit peu leurs espérances parce que les 35 000 €, ils les récoltent en 15 heures. Au final, ils atteignent la somme de près de 700 000 €. Et du coup, au lieu de faire un film, ils ont fait une trilogie. Et ils ont même réitéré l'expérience en 2017 en finançant de la même manière un jeu vidéo qui a, pareil, eu un succès assez impressionnant. Un autre projet culturel, alors certes beaucoup plus confidentiel, mais que personnellement j'aime beaucoup et auquel j'ai participé, et qui a aussi été financé sur Ulule, c'est le livre « Comme un million de papillons noirs ». C'est un livre jeunesse, et c'est l'histoire d'une petite fille noire qui apprend à aimer ses cheveux crépus malgré les moqueries de ses camarades. Et là, c'est assez intéressant ce que le financement participatif permet, puisque ça permet de diffuser plus largement un ouvrage qui propose des représentations d'enfants beaucoup plus diverses que ce que va proposer la littérature jeunesse proposée par les maisons d'édition traditionnelles. Un autre secteur qui se tourne régulièrement vers le crowdfunding, c'est le journalisme. Alors déjà, les journalistes font régulièrement appel à dons pour financer des reportages, des documentaires, des enquêtes, etc. Et il y a un média qui s'est beaucoup appuyé sur le crowdfunding pour sa propre existence, c'est le site d'information Les Jours. Donc Les Jours, c'est un site d'information en ligne fondé par d'anciens de Libération sur un modèle payant et sans publicité. Donc, avant de se lancer, en 2015, ils ont fait un appel à dons sur KissKissBankBank et offert des préabonnements. Et même ensuite,
après leur lancement, ils ont ouvert une partie de leur capital sur Anaxago. Et ce qu'ils expliquent, c'est que le fait d'avoir plus d'actionnaires et des actionnaires particuliers, c'est un moyen pour eux de garantir leur indépendance. Un autre secteur qui profite du financement participatif et où effectivement on a l'opportunité de soutenir beaucoup l'économie réelle et le tissu économique local, c'est l'économie. Ça représente tout de même près de 75% des projets de crowdfunding en France, donc c'est pas négligeable. Alors on a tout type de financement, ça va de l'agriculteur par exemple qui finance sa conversion en bio et qui va offrir un panier de légumes typiquement en contrepartie à ses donateurs. Le boulanger qui sollicite un prêt auprès de particuliers. On a aussi pas mal de créations d'entreprises, de PME qui investissent dans du matériel et beaucoup de projets qui tournent autour du Made in France. Un exemple typique, c'est l'atelier de la Venise du Nord qui a fait une campagne de crowdfunding sur KissKissBankBank. Et en fait, leur projet, c'est de vendre des jeans fabriqués en France. Et alors, en France, à Pont-de-Mer, en Normandie. Et ça a même permis à une usine de confection locale de relocaliser une ligne de production en France. On a aussi des projets avec plus d'envergure qui vont chercher des capitaux, par exemple dans la recherche médicale ou dans la transition énergétique, avec par exemple des financements pour ouvrir des parcs éoliens ou solaires. Pour les entreprises, c'est un moyen de fidéliser autour d'elles une communauté de clients et de soutien. Et pour les donateurs, s'ils trouvent un intérêt particulier au projet, ils ont le pouvoir de lui mettre le pied à l'étrier. En fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que si on donne l'opportunité aux gens de montrer leur soutien, ils vont s'engouffrer dans cette possibilité. Sur Litchi, on l'a ressenti très fort après les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, puisque quelques jours après, un internaute a créé une cagnotte en soutien aux victimes, et il a récolté en quelques jours 160 000 € auprès de 5 000 donateurs. Et assez souvent maintenant, quand on a un événement d'actualité qui touche les gens, on a une cagnotte qui est créée en réaction. Au-delà effectivement de cette émotion pour l'actualité, on a aussi beaucoup de solidarité autour d'assez beaux projets, un peu sous une forme de mécénat. La personne que vous voyez sur la photo là, il s'appelle Romain Guérino. C'est un ancien pompier professionnel qui est devenu tétraplégique à la suite d'un accident de ski. Et son projet, c'est de participer aux Jeux Olympiques en 2020. Pour ça, il a besoin d'un fauteuil sur mesure. Alors, il a été chercher des financements pour son fauteuil auprès d'entreprises, mais sans beaucoup de succès. Jusqu'à ce que des amis à lui proposent justement de créer une cagnotte sur Litchi. Il a financé son fauteuil comme ça, et actuellement, il s'entraîne pour les JO. Et donc, les campagnes de financement participatif touchent en premier, effectivement, la famille et les amis, mais même au-delà, de parfaits inconnus qui décident de soutenir et de donner leur confiance aux porteurs du projet. Alors, c'est le cas de la cagnotte que j'évoquais tout à l'heure avec ses 22 000 donateurs. Figurez-vous que c'est une cagnotte qui a été créée en soutien aux cheminots grévistes. Elle atteint aujourd'hui 800 000 €. Alors, la question, évidemment, ça n'est pas le soutien ou non à la grève. Mais moi, ce qui me touche assez personnellement, c'est qu'on a une personne, qui d'ailleurs n'est pas un cheminot, qui propose à d'autres personnes de s'unir à lui, en fait, pour soutenir une cause, et qui fédère autant de monde autour de cette cause commune. Et l'économie collaborative, c'est ça, c'est vraiment l'économie collaborative dans ce qu'elle a de meilleur. C'est-à-dire, en fait, une formidable occasion de se regrouper autour de valeurs communes et, en se fédérant, de démultiplier les pouvoirs d'action individuels dans des projets très tangibles dont on peut suivre les progrès et l'aboutissement. Et en fait, on retrouvait déjà toutes ces motivations dans le financement de la Statue de la Liberté. Donc si ça vous intéresse, en rentrant chez vous, vous pouvez prendre votre moteur de recherche préféré
Et vous cherchez crowdfunding et une cause qui vous tient à cœur. Ça peut être la recherche sur une maladie rare, ça peut être aussi, par exemple, l'apprentissage du code pour les enfants. Et je suis sûre que vous allez trouver des projets où vous pourrez vous rendre utile. Je vous remercie. Merci Laure pour cette présentation. Loin de moi l'idée de te traiter de banquière, hein, néanmoins. Encore que donner aux citoyens avisés le pouvoir sur le monde par sa consommation, par son financement, eh bien Laure, je peux te dire qu'il fut un temps où ça n'était pas comme ça. L'orateur suivant, qui conclut cette matinée, est un jeune homme brillant. Il m'a été présenté par un ami commun, par Charles en fait. Hein. Et il m'a dit, pour les keynotes, il faut que tu l'écoutes, il faut que tu vois ce qu'il a à nous raconter, c'est intéressant, tu ne vas pas être déçu. Alors j'ai regardé qui il était quand même, hein, avant de le rencontrer. Polytechnique, Paris 6, 8 ans de R&D, maîtrise son sujet, le bougre. J'ai pris le temps de l'écouter, il m'a convaincu. Et le sujet qu'il traite est un peu brise margoulette, excusez-moi. C'est le smart building. Je suis sûre que vous serez convaincus comme moi par ce jeune homme, dévoxienne, dévoxien. Accueillez chaleureusement Olivier Célès. Merci Betty. Bonjour à tous. Vous avez vu, je suis habillé comme quelqu'un de l'ancien monde. Je vieux, j'ai un costard, chemise. Je viens de l'ancien monde, le monde du bâtiment. Et pire que ça, c'est un monde qui ne va pas bien. C'est un monde qui ne va pas bien, mais qui commence à réfléchir à un nouveau concept, le concept de bâtiment intelligent, de smart building. Et je voulais profiter de cette estrade qui m'est prêtée pour vous présenter le concept. Je viens d'un monde qui est ancien, et pire que ça, c'est un... ça n'a pas démarré, le PowerPoint? C'est bon. Hop, reviens en arrière. Voilà. C'est un monde qui est ancien, mais pire, qui recule. Ça, c'est plus grave. Si vous regardez, dans les pays avancés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, toutes les industries progressent. L'agriculture, parce qu'il faut nourrir les gens, la construction, on appelle ça la productivité, elle s'améliore. Partout, sauf dans le bâtiment. Aujourd'hui, faire un bâtiment, ça prend plus de temps, il y a plus d'erreurs, les gens mettent plus de temps à assembler la plomberie, l'électricité qu'avant. On appelle ça désapprendre. Désapprendre en économie, c'est pas normal. Normalement, ça n'arrive pas. Plus je fais une tâche, plus je m'améliore, plus je vais vite. Ça, c'est la norme. Le bâtiment désapprend. En France, c'est moins 6% depuis 1996, d'après l'INSEE. C'est un peu inquiétant. Une des illustrations de cette perte de compétences qu'on a, c'est qu'on n'est même plus capable de faire des produits qui plaisent. Je travaille chez un promoteur immobilier. Mon plus gros concurrent, c'est-à-dire le bâtiment dans lequel les gens se pressent pour le louer, pour l'acheter, ce n'est pas du tout des entreprises comme Nexity, Cogedim. C'est un vieux truc d'il y a 150 ans. Ça, c'est mon meilleur concurrent, mais il est bien meilleur que moi. Imaginez dans la tech que les gens se battent pour avoir des produits d'il y a 150 ans, c'est compliqué, mais déjà d'il y a 15 ans. Imaginez qu'au marché noir, l'iPhone première génération se vende plus cher que l'iPhone 10. C'est la situation du bâtiment. On en est là. Le bâtiment haussmannien, il n'est pas parfait. Il est joli, il a du cachet, hein, mais on sait faire des bâtiments beaux aujourd'hui. C'est un bâtiment qui a des problèmes d'insonorisation, thermiquement, c'est pas top, mais il a une belle lumière. Dedans, on y est bien. On peut y mettre un bureau d'avocat, une start-up, une famille, une coloc. À chaque étage de sa fonction, ça marche super bien. Et nous, on n'est pas capable de faire ça, de faire aussi bien, pas mieux, hein, aussi bien qu'un produit qui a 150 ans. Moi, ça m'a inquiété quand je suis arrivé dans le bâtiment. Une illustration également, quand vous regardez l'investissement en IT dans les 22 secteurs de l'industrie, l'usine, par exemple, elle investit 3% chaque année de son chiffre d'affaires dans l'IT. C'est bien. Si vous regardez en bas du classement, il y a les services gouvernementaux. Tout en bas, il y a l'agriculture et la chasse. Et entre les deux, il y a le bâtiment. En gros, dans le bâtiment, on connaît moins bien la tech que le gouvernement et un peu mieux qu'un chasseur. On en est là. Ça vous fait rire, moi ça me fait flipper. C'est des vrais chiffres, hein, McKinsey, vous pouvez vérifier.
C'est malheureusement très inquiétant. Donc, comment est-ce qu'on fait? Heureusement, il y en a qui réagissent. Là, vous avez un très beau bâtiment, le siège de Deloitte à Amsterdam, The Edge. C'est ce qu'on présente actuellement comme le bâtiment le plus smart du monde. En quoi? Typiquement, c'est un bâtiment qui est bardé de capteurs, je crois qu'il y a 48 000 capteurs, qui vont tout mesurer. La température, l'humidité, est-ce que l'air est suffisamment renouvelé, est-ce qu'il n'y a pas de courant d'air, est-ce qu'il y a des places de parking disponibles, si oui, combien de visiteurs dans le bâtiment. C'est un bâtiment qui va aussi évoluer au fur et à mesure. Les collaborateurs ont une app qui actuellement permet de se signer dans une salle de réunion, mais qui bientôt va enregistrer les préférences des gens pour comprendre comment les gens aiment leur café le matin. Pour ne pas avoir à chaque fois à dire qu'on veut un café sans sucre allongé, alors qu'on prend toujours un café sans sucre allongé quand on a cette habitude. J'ai remarqué que sur le café en général, on ne change pas souvent de goût. Donc voilà, c'est ce genre de bâtiment qui commence à donner espoir, et c'est le bâtiment qui nous inspire. J'ai parlé de smart building, je n'ai pas défini le mot smart. J'ai ma définition de l'adjectif smart. Pour qu'un objet, qu'un bâtiment, quelque chose soit smart, pour moi, il y a deux critères à remplir. Il faut qu'il y ait de la communication, il faut qu'il y ait de la décision. Soit par l'équipement lui-même, soit par la personne qui l'utilise. Exemple, bâtiment The Edge, les capteurs de présence communiquent et permettent de décider dans quelle salle de réunion il faut que j'aille. Parce qu'elle est libre et parce qu'elle sera réglée à la bonne température par rapport à mes préférences. C'est ma définition du smart. Là-dessus, du coup, un bâtiment smart, qu'est-ce qu'il peut apporter? Il peut apporter 4 types de services. Il peut apporter les services à ses utilisateurs. Par exemple, on parlait des salles de réunion. Je ne sais pas s'il y en a chez vous qui travaillent Société Générale Les Dunes. C'est un bâtiment qui a ce genre de service dans lequel on peut facilement trouver une salle de réunion disponible. Et puis, quand on la réserve, si la salle de réunion constate, autrement dit le capteur, envoie l'information comme quoi il n'y a personne dans la salle de réunion depuis 20 minutes alors que la salle était censée être réservée, la salle se libère et une autre personne peut la réutiliser. Les services du smart building peuvent concerner les utilisateurs. Un autre service qui peut être utilisé, c'est la sûreté, la sécurité des biens et des personnes. Si vous avez la chance de bosser dans une grande boîte, un grand siège, vous avez à l'entrée du bâtiment, dans le bâtiment, dans le hall d'accueil, ce qu'on appelle un portillon. Un portillon non gardienné pour le terme technique. C'est les petites portes en verre devant lesquelles vous avez un collègue qui a dans son sac, au fond, un badge, qui plaque le badge pour essayer de faire ouvrir le portillon. Ça ne marche pas, du coup, il cherche. Il y a un autre collègue que vous n'avez jamais vu qui me dit « Pardon, j'ai oublié mon badge, est-ce que tu pourrais me laisser passer, s'il te plaît ?» Vous ne l'avez jamais vu, donc vous ne savez pas, il ne faut pas se fâcher, donc vous dites « Oui, mais bon, si c'était quelqu'un de méchant, un concurrent, j'en sais rien. » Donc, la sécurité et la sûreté, actuellement, ça ne fonctionne pas bien avec les badges. Un smart building réfléchit à des façons de laisser entrer les gens dans les bâtiments. Typiquement, les Face API de Microsoft, Face ID pour l'iPhone, nous, ça nous inspire. On a un visage, on est reconnu, on appelle ça un physio, entrée des boîtes de nuit. On pourrait faire pareil dans un bâtiment. Le troisième élément d'un smart building, qui nous plaît beaucoup également, c'est ce qu'on appelle l'exploitation-maintenance. Vous savez, c'est ces petits gars qui viennent réparer tout ce qui ne marche pas. Il y a 3 façons d'entretenir un bâtiment. Vous attendez qu'une ampoule claque, vous envoyez un message au service de réparation, de l'exploitation-maintenance, ils viennent, ils remplacent l'ampoule et ça refonctionne. C'est ce qu'on appelle la maintenance de base. Vous avez la maintenance programmée. Tous les 6 mois, on change toutes les ampoules. Comme une ampoule dure plus de 6 mois, normalement, ça se passe bien. Et puis, vous avez la maintenance prédictive. C'est que vous remarquez qu'une ampoule, une semaine avant de lâcher, la tension à ses bornes commence à vaciller un peu. Vous mettez un capteur, vous envoyez l'information, décision est prise de commander une nouvelle ampoule et de la remplacer rapidement. Là, on est dans le smart building. La 4e possibilité pour le smart building, c'est de travailler sur ce qu'on appelle l'économie positive. L'économie positive, c'est comprendre que dans un bâtiment, il peut y avoir des échanges entre les personnes dans le bâtiment qui créent une activité économique, du business. Très concrètement, on peut parler simplement de panneaux photovoltaïques sur la toiture qui permettent à l'entreprise dans le bâtiment de vendre l'électricité à EDF
pour en tirer un profit. Ça, c'est la version 1.0 du Smart Building sur l'aspect économie positive. Il y a une chose que j'aimerais beaucoup faire dans le bâtiment, c'est travailler sur des choses un peu plus en lien avec mes valeurs. Je vous explique, dans un bâtiment, il faut chauffer les gens. Pour chauffer les gens, vous avez une chaudière. L'idée, ça serait de prendre de l'huile végétale, du colza, qui est produit pas très loin de Paris. Vous la brûlez, ça fait de la chaleur. Vous mettez une petite turbine à côté, ça produira aussi l'électricité, qui bénéficiera aux utilisateurs. Ça produira autre chose, du CO2. Le CO2, vous le captez, vous l'envoyez sur le rooftop, et là, ça nourrit des plants de tomates, les fait pousser plus vite, et les plants de tomates, vous allez les servir au restaurant d'entreprise. Et les tomates auront du goût. J'ai appris un truc quand j'ai creusé la chose, les tomates perdent leur goût à 12 degrés. Ne mettez jamais les tomates dans le frigo, elles deviennent insipides. C'est pour ça que les tomates du supermarché, elles sont passées par des camions frigorifiques, elles arrivent chez vous, elles n'ont déjà plus de goût. Là, vous faites ça dans cette opération, vous avez des tomates produites localement et qui ont du goût. C'est pas mal. Et autre chose, et ça, c'est là que c'est en lien avec mes valeurs, le CO2, vous pouvez aussi le récupérer pour le vendre à la microbrasserie du rez-de-chaussée et créer une bière locale. Donc là, vous avez une économie locale. Vous chauffez les gens, électricité, tomates et bière. Juste avec du colza produit pas loin. Là, on arrive vraiment dans le smart building qui commence à me plaire. Tout ça, ça nécessite d'avoir beaucoup de données. Ça, c'est le premier smart building qu'on a fait chez Bouygues Immobilier, le Green Office Meudon. C'était un bâtiment énergie positive livré en 2011. Il génère 48 millions de données par an. Le souci, c'est que ces données, on en fait quoi? 48 millions de données dans un fichier CSV, Excel ne l'ouvre pas. Et chez nous, personne ne sait utiliser autre chose qu'Excel pour un fichier CSV. Comment j'analyse ça? Si vous parlez de R ou de Python chez nous, vous avez perdu tout le monde. Data Science, ouais, ils ont vu des reportages sur Arte, mais ils n'en savent rien. Donc, on a 40 millions de données, on ne sait rien en faire. On n'a pas les compétences. Donc, le smart building, c'est super, mais alors dans le genre potentiel qui a du potentiel, c'en est un. Donc, on a vraiment besoin de bien faire fonctionner les bâtiments de demain avec les bonnes compétences en matière de gestion de la donnée. Cela dit, il y a également un aspect à observer. Ça, c'est un bâtiment à Beersheva, en Israël. Sur la façade, il y avait des lampes Philips Hue, protocole Zigbee. Et donc, il y a des universitaires qui se sont amusés à faire voler un drone. À 1000 mètres de là, ils l'ont fait décoller, ils l'ont approché et ils se sont amusés à faire clignoter à distance les loupiotes pour montrer que le protocole Zigbee sur les Philips Hue en matière de sécurisation, ce n'est pas idéal. Philips a réagi positivement, ils ont changé, c'est beaucoup plus solide. Non, mais si on fait un bâtiment dans lequel il y a plein de capteurs qui communiquent, il va falloir sécuriser ça. Pour qu'il n'y ait pas de problème de je bloque les portillons, je bloque l'ascenseur. Quand vous avez un projet urgent à rendre, je coupe la lumière et je coupe la clim dans votre salle serveur, je vous laisse voir les dégâts, il y a un enjeu de sécurisation. Et pour nous, c'est fondamental, c'est comment est-ce qu'on va traiter ce sujet. Si vous demandez à nous de traiter le problème, on ne va pas être bon. Donc, le réflexe de base, c'est de dire, bon, on va mettre un RSSI d'astreinte au 3.8 dans le bâtiment. Déjà, il n'y en a pas assez sur le marché, et en plus, un par bâtiment, vous imaginez pas, ce serait beaucoup trop cher. Les 3 majors du BTP, si vous nous laissez sécuriser un bâtiment, vous n'êtes pas rendu. Ça ira pas du tout, on ne sait pas faire. Donc du coup, on se dit, un bâtiment comme ça, s'il a plein de capteurs, s'il a des capteurs de présence, des automates, des microservices, j'ai appris le mot tout à l'heure, je suis tout content, je vais le replacer. Des microservices qui permettent de gérer les réunions, le parking, etc., dans le bâtiment. Vous avez envie de pouvoir améliorer ces services au fur et à mesure qu'ils arrivent, au fur et à mesure qu'il y a un capteur nouveau sur le marché. Qui va upgrader les équipements du bâtiment? Qui va assurer la sécurité? Du coup, on sait que les géants de la tech, les GAFAM, regardent ça de près. Bon, c'est bien, mais le problème, c'est qu'on va avoir un petit sujet de est-ce que vous voulez vivre dans un bâtiment opéré par Facebook? On n'est pas totalement certain. Je n'ai pas regardé s'il y avait des gens de Facebook dans la salle, mais bon, vous comprenez l'esprit, hein, c'est pas méchant. Non.
Non, on regarde vraiment, on se pose vraiment la question, on n'a pas de réponse. Mais Laure, tout à l'heure, a fait un exposé qui peut nous donner une idée, c'est la puissance de la foule. Si vous prenez un bâtiment actuellement, un bâtiment haussmannien, il est low-tech, il a rien dedans, mais il y a plein de gens différents qui sont mélangés, qui se rapprochent, et il y a toujours une personne au 5e qui peut vous aider, qui peut vous rendre service. Bon, c'est un bâtiment qui est, comme il est low-tech, il n'est jamais piraté. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que dans le temps, il soit évolutif et qu'il rassemble une pluralité de gens. Et ça, plus l'exposé de Laure, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas appel à la communauté, soit open source, soit des développeurs payés, normalement, pas de souci, pour définir les programmes, leur upgrade régulier, leur sécurisation, assurée par la puissance de la foule, la capacité d'un bâtiment à intégrer la technologie, rendre service, d'être évolutif, et d'enfin arriver à ce que le bâtiment de demain soit plus intéressant que le bâtiment d'aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y aura du boulot pour vous là-dedans. Je ne sais pas si vous avez déjà mis un casque orange, c'est très sympa, c'est saillant. On parle le même langage en plus, architecte, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre. C'est nous qui l'avons inventé, ces mots. Donc, j'aimerais beaucoup réussir à faire ça avec des gens comme vous un jour. Donc, vous êtes les bienvenus. Merci à tous. Merci beaucoup, Olivier, pour ce partage. Je vous avais prévenu, il est sympa. Et le smart building, c'est une évolution qui ne manque pas d'air, effectivement. Devoxiennes, Devoxiens, ces keynotes se terminent. Je vous remercie pour votre écoute, pour vos blogs, vos tweets, pour les partages divers, les retours. Ce midi, vous l'auriez compris, même si je ne vous le disais pas, tomates au menu. Je vous souhaite une bonne journée de conférence et je vous dis à demain. Au revoir.